Donc bonsoir à vous tous. Je suis très heureux d'être à Lyon parce que Lyon représentait une ville où à plusieurs fois s'est joué le destin de la France, y compris entre résistance et collaboration. Alors je commencerai, en rapport à la situation d'aujourd'hui, par une citation de Jean Jaurès. Voilà ce qu'il dit. Il y a dans notre France, sur les problèmes vitaux, une inertie de la pensée, une somnolence de l'esprit qui nous expose à toutes les surprises jusqu'au jour où se produisent ces lumineux réveils qui viennent heureusement, quoiqu'à de trop longs intervalles, sauver notre pays. Je pense que nous sommes dans un de ces moments où on doit faire le salut de notre pays et que nous devons vous battre pour cela. C'est les raisons fondamentales pour lesquelles j'écris ce livre. Alors, la citation de Jaurès aurait pu être de De Gaulle, hein. Le sursaut nécessaire à un moment pour créer, je dirais, l'espérance engagée. Et beaucoup de gens ont trop souvent tendance à parler en France de choses politiques comme de l'extérieur, comme si c'était un domaine qui était en dehors d'eux et pas dans lequel ils doivent faire partie et s'engager, se mouiller et intervenir. Alors, c'est un livre sur mon itinéraire politique. Mais ce n'est pas du point de vue d'un cas particulier. C'est pour montrer ce que la classe politique française, dans son dévoiement, n'a pas pu accepter dans ce que j'essayais de dire, dans ce que je voulais transmettre. Alors je pense que depuis longtemps, il y a eu cette soumission de l'ensemble de notre classe politique. Moi, la date que je retiens comme la date définitive, c'est 1986, c'est l'acte unique. Nous avons fait campagne à l'époque, acte unique, Barin, Bardeux, Bartois. Donc c'était notre campagne. Pourquoi ? Parce que l'acte unique prévoit la libre circulation en Europe des biens, des services, des hommes et des capitaux. À partir de là, parler de souveraineté nationale est un exercice intellectuel, mais ce n'est plus une capacité concrète de décision que l'on puisse prendre. La deuxième date, c'est 1995, où j'ai dénoncé dans ma campagne présidentielle la crise qui allait se produire de 10 à 12 ans, la crise financière, si on ne changeait pas l'orientation des choses, en France et dans le monde. Si on ne sortait pas du jeu financier pour revenir à une économie réelle qui est le fondement, le socle de l'État-nation. Aujourd'hui, hélas, ce que j'écris il y a un an, quand j'ai écrit ce livre il y a environ un an, vous savez, ça prend du temps, il y a des éditeurs, il y a tout le reste. Ce que j'ai écrit il y a un an, au début de mon livre, malheureusement, ce que j'ai écrit a continué. Et ce que j'avais écrit, c'est génocide à Gaza, boucherie dans les tranchées d'Ukraine, massacres et crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, au Sahel, au Soudan et en Éthiopie. Une traînée de sang parcourt le monde. Et le contexte de mon livre, c'est de dire d'abord l'extension de l'OTAN à l'Est et l'armement de l'Ukraine qui continue, contrairement à la promesse faite aux Russes, faite à Gorbatchev à l'époque. Et Gorbatchev, je le rappelle, voulait une maison commune de l'Europe. En lui disant qu'on n'allait jamais aller plus loin pour l'armement que l'Allemagne réunifiée, et en trahissant cette promesse, eh bien, on a créé les conditions actuelles de ce qui se passe en Europe. Alors, Gorbatchev avait dit après, je pense que c'est après coup qu'il l'a dit, je pense qu'en réalité, soit il ne l'avait pas vu, soit il représentait quelqu'un qui voulait s'adapter. Il a dit on n'a pas demandé l'engagement par écrit à l'époque parce qu'on faisait trop confiance aux dirigeants occidentaux. Bien, ça s'est produit, on en est là. Ayant trahi ses promesses, que nous avons créé une situation où le monde entier, pas seulement l'Europe, se réarme. Vous savez, on a parlé de réarmement économique, maintenant c'est militaire. Je crois que preuve de cela, c'est en Allemagne, où vous voyez en même temps, avec les droits de douane de Trump, avec les difficultés économiques qu'il y avait en Allemagne, avec le prix du gaz qui a quadruplé après Nord Stream, après toute la destruction de Nord Stream.
Donc vous voyez cette Allemagne en crise économique, et en même temps la bourse n'a jamais été aussi élevée. Pourquoi? Parce qu'elle promeut les industries dans le militaire. Rheinmetall étant l'exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc on a des économies qui basculent dans un système de guerre. Et on a trahi nos promesses et on a une situation où tout le monde réarme. On n'a pas pu, on a été incapable, on n'a pas voulu, on n'a pas eu la volonté d'arrêter au Moyen-Orient une guerre entretenue depuis plus de 100 ans par les puissances coloniales, qui voulaient diviser pour régner, d'abord pour occuper les positions stratégiques, ensuite à cause du pétrole aussi. Donc, aussi, après la crise de 2007-2008, le monde occidental a continué à jouer les pompiers pyromanes monétaires. C'est-à-dire, on a prétendu, en étendant, en multipliant l'émission de monnaie, on a prétendu arrêter la crise de la monnaie. Alors, cette folie au sens économique du terme, c'est ce qui s'appelle le développement du capital fictif. Alors, le capital fictif, ça veut dire que ce n'est pas vraiment du capital, mais c'est un capital qui n'est lié à aucune chose utile pour l'économie physique, l'économie réelle, l'économie productive, qui n'est pas non plus utile pour les êtres humains. C'est un capital de jeu. Et ça, c'est dans quoi s'est engagé. Et je crois que le symbole de ça, ça a été la création de PayPal à Silicon Valley. La France, notre pays, donc dans ce contexte, ne tient pas son rang. Elle s'inscrit toujours dans ce que, dans mes candidatures présidentielles, j'ai appelé le monde de la City et de Wall Street. Maintenant, il faut ajouter la City, Wall Street et Silicon Valley, comme les trois éléments qui visent à contrôler le monde, en particulier le monde occidental. En Europe, beaucoup plus royaliste que Trump, la France, Macron, s'inscrit dans cette coalition des volontaires qui constitue le parti de la guerre, disons, sans avoir les moyens de la faire, sans avoir même les moyens de la faire. Florian Philippot a eu l'honnêteté, une qualité qui se fait rare, de reconnaître publiquement à Arras, lors de la discours de clôture des assises de la souveraineté, que j'avais été les premiers politiques à mettre en garde contre ce système financier destructeur de la souveraineté et destructeur du droit et du pouvoir de vivre des êtres humains. Les patriotes, avec leurs moyens, ont été pratiquement les seuls à déployer dans les rues de France pour s'opposer à l'OTAN et à la guerre. Aujourd'hui, Donald Trump s'efforce de créer les conditions de la paix au Moyen-Orient et en Ukraine. Réapparaît, par exemple, le projet que nous avons nous-mêmes soutenu depuis très longtemps, que Lyndon LaRouche, mon ami aux États-Unis, et ses conseillers, ses collaborateurs avaient prévu, qui est le conseiller, qui est le pont, ou plutôt, ça devrait être, je pense, le tunnel, dans le détroit de Bering, qui devrait être appelé le pont ou le détroit ou le rapport de la paix, probablement le tunnel de la paix. Alors on avait, à une certaine époque, lorsque LaRouche se trouvait à Moscou, on avait parlé de donner le nom à un extrême, l'extrême américain LaRouche, et à l'extrême russe, Menchikov, qui était un chercheur russe, qui était, disons, un chercheur indépendant des gros spéculateurs russes, qui était un chercheur encore dans l'esprit d'une économie d'État, de développement. Aujourd'hui, ce que propose Kirill Dmitriev, qui est un des principaux conseillers de Poutine, c'est d'appeler ce pont aux deux extrémités Poutine et à l'autre extrémité Trump. Donc nous avons ces choses qui sont là, et Dmitriev a interpellé Elon Musk en lui disant « Puisque tu as la meilleure société de tunneliers du monde, qui s'appelle Boring, je crois, eh bien vas-y, fais-le ». Et en France, même BFM TV est obligé d'en parler, alors que généralement, vous avez le lavage de cerveau médiatique généralisé. Là, il parle d'une chose qui ne va pas dans la direction, et c'est peut-être un signe, j'espère, qui ne va pas dans la direction, même là où elle est le plus polluée, qui ne va pas dans la direction du narratif qu'on nous déploie depuis Londres et depuis Washington, il faudrait dire New York. Donc,
Mais il manque à ces initiatives de paix ce que je défends dans mon livre, et qui était tout l'effort de Lyndon LaRouche que j'ai connu là-bas, et qui est l'homme qui a défié ce système financier américain. Il manque ce qui était un accord d'ailleurs entre Lyndon LaRouche et en France quelqu'un qui s'appelle Maurice Allais, qui est notre seul, l'équivalent du prix Nobel d'économie, qui tous deux défendaient cette économie physique, et pour cela une nouvelle architecture dans le monde de sécurité et de développement mutuel, qui, vous devez le savoir, ce que réclamait Poutine en décembre 2021. On n'a pas répondu, avec les conséquences de ce qu'a fait Poutine par la suite. Donc, qui est quelque chose qui est un système financier attaché à l'économie physique, à l'économie productive, avec des instruments qui sont détachés et qui ne permettent pas les spéculations financières. On avait appelé cela aussi un Glass-Steagall pour l'économie, c'est-à-dire qu'on sépare les banques en deux. Toute affaire spéculative, tant pis pour ceux qui font des paris ou des choses nuisibles à tous, on ne les sauvera pas. Et celles qui font des banques de dépôt et de crédit plus sains et qu'on verra et qu'on examinera, cela, on leur permet de continuer. Donc là, il faut une autorité qui tranche dans le vif ce que nous avions, un système équivalent à la Libération, qui s'appelait un système où il y avait une vraie banque nationale, qui était la Banque de France. Aujourd'hui, la Banque de France n'est pas une banque nationale, c'est une banque de banquiers et d'agents financiers. Donc la France devrait être la modératrice et l'inspiratrice de cet ordre de paix par le développement mutuel, opposé à l'ordre financier. Et nous ne sommes pas du tout, nous sommes le contraire. Donc en contraire. Mais c'est aussi la faille essentielle de Trump. On ne peut pas conclure la paix sur les sables mouvants de la spéculation financière. Et vous savez que Trump veut créer aux États-Unis un empire des bitcoins, des stablecoins liés à la réserve fédérale. Bref, mettre dans la production de spéculation au sein même de ce qui est là-bas la banque des banques, c'est-à-dire la réserve fédérale, qui n'est pas là-bas non plus une banque nationale. C'est une banque de banquiers créée en 1913. Donc là, vous avez tout ce système de stablecoins, de bitcoins, de crypto-monnaies. Je pourrais vous expliquer si vous ne voyez pas exactement de quoi il s'agit, qui se développe. Et tous les gens qui sont autour de Trump sont des gens qui participent à cela. Scott Bessent, qui est le ministre du Trésor et qui était auparavant le grand collaborateur de George Soros. Vous avez Stephen Miran, qui veut que les États-Unis continuent à avoir le privilège du dollar et que lorsque les gens exportent vers les États-Unis absorbent les exportations, paient en dollars, et on oblige les dollars qu'auront les autres pays, on les oblige à les réinvestir aux États-Unis, et en particulier Stephen Miran voudrait qu'on les réinvestisse pour des bons à 100 ans. Donc qu'on s'asservisse complètement à ce dollar attaché aux financiers. Vous avez David Sachs, qui est le tsar des crypto-monnaies, qui est à la Maison-Blanche. Toute la famille Trump investit dans ça. Et on a, y compris de curieuses opérations à l'image de Trump lui-même et de sa femme, Melania, qui ont gagné des milliards, pas des millions, des milliards sur cela. Donc tous ces gens-là, tout ce milieu de spéculation est là. Et pour vous donner une idée de comment ils pensent pour rassembler et développer leur ordre, j'ai ici la citation de l'un d'entre eux, qui s'appelle Alex Karp. Alors, Alex Karp, lui, c'était un bras gauche d'une droite que représente Peter Thiel. Si vous n'avez pas entendu de Peter Thiel, je pense, vous n'avez pas entendu parler de Palantir. Palantir, c'est la société qui a toutes les données du monde. Airbus doit se mettre à genoux devant Palantir. Pourquoi ? Parce que Palantir, avec toutes ces données, leur dit, là, vous pouvez avoir une panne avant même qu'elle se produise. Ce qu'on appelle le suivi prédictif. Donc même dans ce domaine-là, Palantir a accumulé les données financées par la CIA au départ, et maintenant avec des gens comme Alex Karp, Peter Thiel, ou d'autres qui ont fondé dans le domaine financier PayPal.
Là où il y avait Elon Musk, Peter Thiel et Alex Karp. Alors Alex Karp, voilà ce qu'il dit, c'est pour vous donner une idée de leur état d'esprit. Ils, les rivaux des États-Unis, devraient se coucher effrayés. Ils devraient se lever effrayés. Être en sécurité signifie que l'autre a peur. Ma version du rôle de l'armée, a-t-il ajouté, c'est que les soldats sont plus heureux lorsque les ennemis ont peur et les Américains se réjouissent à nouveau du fait que nous sommes les seuls à avoir un véritable outil technologique dans ce pays et nous allons tout gagner dans le monde. Donc voilà la mentalité. C'est l'entourage de Trump. Hein. Et je pourrais vous dire que 4 opérateurs de ce milieu, c'est-à-dire un de Palantir, 2 de celle de Zuckerberg et 2 de OpenAI, ont été engagés comme lieutenant-colonel dans l'armée américaine, directement à l'ordonnance Post, pour introduire l'intelligence artificielle et les moyens de la tech au sein de l'armée et en faire un atout pour dominer les autres, y compris dans la robotique, avec des essaims de robots remplaçant l'infanterie. Alors ça vous paraît de la science-fiction, ça ne l'est pas. Et ces gens, on devrait les lire parce qu'ils ont exactement cette vision-là du monde, la tech, la technologie, sans les découvertes scientifiques, hein, simplement appliquer les technologies existantes. La volonté de puissance, la finance correspondante et l'industrie militaire, le Pentagone. Et aux États-Unis aussi, sont toutes les sociétés qui sont liées aux militaires qui progressent. Alors, mon livre a pour objectif de dire sur quoi, au contraire, on peut bâtir la paix et dire que plus croît le péril, plus croît ce qui sauve. C'est à ce moment-là que les êtres humains se ressaisissent, comme De Gaulle et son entourage l'avaient fait en juin 1940. Donc, c'est ici que se joue, à relativement court terme, quelque chose d'absolument décisif. Parce que il faut fournir aux êtres humains des éléments sur ce qui se passe réellement, sur les dynamiques de ce qui se passe, et j'ai essayé de faire tout à l'heure, pour que ces êtres humains se ressaisissent. Et qu'à ce moment-là, ils se ressaisissent pour que les autres, à leur image, puissent aussi se ressaisir. Donc ce que je défends, c'est une raison d'espérer, tout en étant très clair sur le risque couru, mais sur raison d'espérer, espérer du rôle essentiel que peut jouer en particulier la France, si elle retrouvait le sens de ce que Coralie Delhomme appelait la nécessaire souveraineté. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de Coralie Delhomme, sans ça, achetez son petit livre, c'est 60 pages, ça s'appelle Nécessaire souveraineté, et elle distingue la souveraineté de l'identité, en montrant que la souveraineté, ça se projette dans l'avenir, ça défend le futur, tandis que l'identité, ça se borne à défendre le passé, c'est une imagino derrière laquelle on espère pouvoir résister, on ne résistera jamais parce qu'elle est prise par l'arrière. Donc voilà, ça c'est une chose absolument fondamentale à comprendre, comment on doit espérer, pourquoi on veut espérer. Aujourd'hui, je jette un coup d'œil sur la France, et là je vais peut-être vous choquer. Marine Le Pen et Jordan Bardella vont à Flamanville. Flamanville m'est cher, parce que je suis un grand défenseur du nucléaire depuis le départ. Marine Le Pen, qui maintenant défend Flamanville, disait il y a 15 ans que ce n'était pas bon parce que ce n'était pas écologique. Bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, c'est pire. Elle dit, avec Bardella, il faut associer le nucléaire à l'émission de Bitcoin. C'est-à-dire qu'elle rentre entièrement dans ce domaine du financier. Il y a les socialistes, eux, vous voyez, hein, se rallient à Le Cornu. Ils disent pour que reste la stabilité et pour qu'on vote un budget. En réalité, c'est qu'ils ont peur de perdre leur poste. Et le gouvernement Le Cornu, c'est un gouvernement des couards, de tous ceux qui ont peur de perdre leur poste s'il y avait de nouvelles élections. Ensuite, il y a vous avez un Mélenchon. Alors pour Mélenchon, pour lui, il joue à la lutte des classes sans qu'il y ait vraiment de classe. Il l'a créé comme ça pour prétendre qu'il y a une opposition entre ceux qui viennent, ceux qui sont venus, la créolisation, je ne sais pas quoi d'autre. Donc, et il n'est pas du tout, aucun d'entre eux n'est dans cette nécessaire souveraineté. Et les gens qui les financent, par exemple, Pierre-Édouard Stérin ou Durvy, ils ont fait leur fortune dans ce milieu financier. Ils n'ont pas les fortunes dans l'industrie, comme les Michelin ou les Peugeot en leur temps. Par exemple, Pierre-Édouard Stérin,
il a fait sa fortune dans les smartbox. Ce n'est pas une façon de faire fortune de choses vraiment utiles pour l'humanité. Donc je ferme la parenthèse. Ce n'est pas seulement pour les mettre en cause eux, c'est mettre en cause un système dans lequel ils ont opéré. Et sortir de ce système, c'est exactement la chose qu'il faut faire si on veut retrouver notre souveraineté. C'est d'abord, et je l'explique dans mon livre, la conception du domaine public. Domaine public au cœur de l'État-nation. C'est inaliénable, le domaine public. Aujourd'hui, on est en train de privatiser tout ce qu'on peut. C'est inaliénable, et c'est depuis Philippe le Bel jusqu'à notre République. Et ça, je l'explique dans mon livre. Ensuite, c'est l'harmonie des dissonances. Pour retrouver une cohésion nationale, il faut unir. J'ai le regret de vous dire que les souverainistes qui ne sont pas tout à fait souverainistes éprouvent beaucoup de difficultés à s'unir. Parce qu'ils ne veulent pas aller au fond du problème et ils voient davantage leur conception de la souveraineté au lieu de voir l'ensemble de ce qu'a besoin le pays. Ensuite, il y a, dans cette harmonie du dissonance, c'est Jean Bodin qui l'appelait comme ça dans les 6 livres de la République, c'est l'art de gouverner. Et ça permet la cohésion nationale. Et là, je vais vous surprendre. Vous avez vu la politique chinoise. Vous avez vu le développement de la Chine en 2 générations. Vous avez vu que la Chine a mis du premier coup un rover sur Mars, en ayant la fusée, l'orbiteur, le descendeur et le rover. Notre agence spatiale européenne s'est crachée 2 fois. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Une chose très intéressante, je vous donne un aperçu, c'est qu'un aperçu. C'est que Han Wuning, qui est un des principaux conseillers en Chine, qui a été de Jiang Zemin, de Hu Jintao et maintenant de Xi Jinping. Lui, sa thèse universitaire, c'était les prédécesseurs français du souverainisme, Jean Bodin et Jacques Maritain. Maritain était le principal conseiller du pape Paul VI. Vous savez que c'est le pape Paul VI a dit le nouveau nom de la paix, c'est le développement économique. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de développement économique. On a laissé tomber notre industrie. On a été incapable d'articuler une politique cohérente pour la France. Et où Macron est l'extrême de toute une série de présidents qui n'ont pas été capables. Ce n'est pas le seul, mais c'est le cas extrême, c'est le dernier. Donc on est dans cette situation-là que l'union des patriotes est si importante, que la conception vraie de ce qu'est la souveraineté est si essentielle. Et c'est un pays qui ne focalise pas ses débats sur comment éviter d'avoir d'enfants et comment aider à mourir. Je m'excuse, mais c'est un pays qui se laisse sombrer. Et ça, c'est la France aujourd'hui. Parce que c'est le reflet de tout cet engagement dans l'économie financière qui amène à ne pas créer la volonté d'avoir un avenir que présentent les enfants. Moi, dans ma campagne présidentielle, j'avais dit la France avec les yeux du futur, ce que nous devons aux futures générations. Il y avait un penseur au début du XXe siècle qui s'appelait Léon Bourgeois, qui n'était pas socialiste, mais qui était des idées avancées, qui avait dit « Nous avons contracté une dette avec les générations passées que nous devons acquitter envers les générations futures. » Pas une dette financière, attention, une dette de connaissance, une dette d'amour de son pays, une dette de développement, d'invention, fidèle à ce qu'avait été l'Académie des sciences de Colbert, fidèle à ce qu'avait été toute la politique des gens de Polytechnique au début de Polytechnique, qui ont inventé, et ça je l'ai rappelé dans plusieurs de mes écrits, qui ont inventé le maître, la règle du maître, qui ont inventé l'école des langues orientales, qui ont inventé tout l'apprentissage des conceptions scientifiques les plus élevées sous forme de jugement industriel aux autres, qui ont exploré tous les domaines de la création humaine. Ça, nous l'avons en France. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de perdre, ce qui me rend tellement furieux. Recréer un parti du travail humain. Pas un parti où on met les gens dans un bureau, ils ne savent pas quoi faire, où on les met au chômage et on leur donne un peu d'argent pour qu'ils restent tranquilles. Ça, c'est pas la France. Et c'est une France qui se peuple, qui se développe. Ce que disait Jean Bodin, c'était « il ne faut jamais craindre qu'il y ait trop de sujets, trop de citoyens, vu qu'il n'y a richesse ni force que d'hommes ». Donc, mon livre dénonce dans le monde et explique pourquoi la sous-population. On n'a pas assez de naissances dans le monde. On n'a pas, le taux de remplacement est en train de passer sous 0.
On vous a raconté, oh, il y a trop d'enfants, ils vont nous envahir. Il y a trop de déséquilibre, bien sûr. Mais il n'y a pas assez de naissances. Et elles tombent partout. Même en Afrique, il y a une baisse des naissances aujourd'hui. Partout ailleurs, on est sous 2. 2, c'est le taux de 2,1. 2,1, c'est le taux de renouvellement. 2,1 d'enfants par femme en âge de procréer. Alors moi, j'oppose à ça quelque chose dont on a aussi perdu le sens, bien que beaucoup le répètent, ou la nonne, c'est le Magnificat. Le Magnificat, c'est, vous savez, quand Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste et Marie est enceinte du Christ. Et elles se rencontrent. C'est l'Évangile selon Luc qui le décrit le mieux. Et c'est une ode à la naissance, une ode au futur. Marie entame le cantique de l'Action de grâce, et il y a une chose qu'on oublie dans ce qu'elle dit, qui est le contenu social. Elle dit « Dieu qui renverse les puissants de leur trône, élève les humbles et comble de bien les affamés. » Et ça a été ce qui a parcouru toute la culture européenne. Si l'Europe a un sens, c'est cette chose-là. Représenter, je vais dire que c'est l'unique, mais c'est en condensé ce que ça représentait. Et c'est le Magnificat de Jean-Sébastien Bach, et aussi en France, Marc-Antoine Charpentier, et en Russie, Rachmaninov. Vous avez un sens unique. Si l'Europe a un sens, c'est à ce niveau culturel. Et si la France a un sens, c'est en tant qu'inspiratrice de ce niveau culturel. Et où en est-on aujourd'hui ? L'Union des associations familiales a établi que le désir d'enfant en France, et c'est toujours un peu ridicule dans les chiffres parce qu'on met des virgules et des pourcentages partout, mais c'est de 2,7 enfants, 2,27 enfants par femme en âge de procréer, alors qu'on est en réel à 1,68. Ça veut dire que les gouvernements ne répondent pas à ce que réclame le peuple. Et si j'ai appelé mon livre « Répondre au cri du peuple », c'est parce que personne n'a répondu au cri du peuple depuis que cette exigence a été faite, et qu'aujourd'hui on dit dans nos constitutions, c'est l'article 2, un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et que si vous regardez les exigences sociales de notre préambule, sur tout ça, on fait soit exactement le contraire ou rien du tout. Donc on est dans une trahison de l'esprit réel de notre nation, alors qu'on pourrait sortir de cette société dans laquelle nous sommes, cette société à domination financière. On avait les moyens, dans un sens, on les a sabotés. C'était pour l'énergie la fission nucléaire. Et beaucoup plus, pas seulement les réacteurs existants, la fusion thermonucléaire contrôlée, qui est le projet d'avenir. Moi, je connaissais Jean Robrieux, qui a été le père de cela. Et quand il était en France, ça pose bien nos problèmes. Il avait ce projet pour les lasers. Et lui, c'était la fusion par laser. Quelqu'un a à mégajoule, qui est la plus prometteuse. Je vous dis peut-être des choses qui vous paraissent un peu étrangères, mais elles ne le sont pas du tout pour les gens qui réfléchissent à l'avenir de notre pays. Et j'essaye de vous faire participer à une réflexion sur cet avenir. Donc, la fusion thermonucléaire, c'est ce qui permet pratiquement sans déchets de produire de l'énergie à coût, disons, 10-20 fois plus faible que le coût actuel. Qui progresse dans ce domaine ? Devinez. Les Chinois, les méchants Chinois. Et nous étions avec les Chinois, là-bas. Et nous avions des équipes communes à partir d'un certain moment. Et qui a bazardé cela ? Je peux vous donner le nom, parce que parfois les noms méritent de nommer. L'homme qui va revenir à Barcelone, Manuel Valls, qui a saboté ça, en pensant qu'il fallait favoriser les Japonais et pas la Chine. La Chine, c'est un danger. Oh là là, attention. Donc, voilà la situation en voyant avec les yeux du futur qu'on ne doit pas s'arrêter à ce qu'on a déjà, mais que la vraie souveraineté, c'est d'inventer ce qui assure, dans le futur, elle sera encore plus forte et meilleure que dans le passé. Alors, évidemment, ça suppose autre chose que j'explique dans mon livre. Sortir de la géopolitique. La géopolitique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la règle, je dirais, des gens qui ont un ennemi existentiel. Pour exister, il faut avoir un ennemi. Vous vous souvenez, Hitler et les Juifs, c'est exactement ça. Et Israël, aujourd'hui, les Palestiniens, c'est exactement ça. C'est avoir un ennemi pour exister. C'est tout à fait contraire à toute notre histoire chrétienne et républicaine. De quoi on a besoin pour avoir
de quoi a-t-on besoin pour vraiment exister? C'est pas la géopolitique, c'est pas que le gagnant gagne toute la mise. C'est de faire le meilleur possible pour chacun, au plus petit d'entre les nôtres. Et que s'il y a un système, une nouvelle architecture internationale, ça doit être au bénéfice des grandes nations, mais aussi des plus petites. Et c'est dans ce sens-là que l'on doit être capable d'aller. Si on ne va pas dans ce sens-là, on marche à reculons. Et marcher à reculons, c'est marcher sur les mines qui sont derrière nous. Alors, évidemment, regardez ce qui se passe. Je prends Polytechnique, l'école qui devrait créer tout le système de recherche, de secteur public, de développement. Combien travaillent dans des secteurs, dans les corps de l'État? À peine 20%, officiellement, sans doute moins. 80% vont dans les entreprises, et pas dans les entreprises industrielles, généralement. Ils mettent leur connaissance en mathématiques pour les sociétés financières. Et moi, j'ai une nièce qui a exactement été prise dans ça. Et actuellement, on a tout un système qui marche avec cette logique-là qui va jusqu'aux gens. Vous connaissez le Bitcoin? Ça valait 0,007% de dollars quand ça a été lancé en 2009. Aujourd'hui, c'est dans la folie. Ça valait il y a quelques semaines 120 000 dollars, de 0,007 à 120 000. Puis c'est descendu, whoop. Aujourd'hui, c'est à peu près à 85-90 000. Donc c'est la spéculation insensée sur quelque chose. Et pourquoi c'est addictif? Parce que vous pouvez beaucoup gagner. Et qui parie là-dedans? Peut-être certains d'entre vous, mais en tout cas les jeunes. Au Mexique, en Argentine, en Russie, en Chine, mais un peu moins, il y a une attirance pour ça, pour ce système de paris, de jeu. Et ça, c'est le capital fictif. Parce que qu'est-ce qu'il y a en face du Bitcoin? Rien. Qu'une confiance que le système pourra continuer, c'est tout. Et c'est détaché de l'économie physique, de l'économie réelle. Et ça l'est attaché que comme spéculation qu'on lui attache. Mais ce n'est pas en soi quelque chose qui reflète une valeur physique ou bonne pour l'humanité. Ça reflète un pari là où il faut parier. Et cette économie de pari est devenue la chose où on ne tient plus compte. Ça a été la crise de 2007-2008, ça fait que ça. On ne tient plus compte de ce sur quoi on parie. On tient compte de est-ce que ça va augmenter ou est-ce que ça va baisser. Peu importe que ce soit l'immobilier, les voitures, l'or, n'importe quoi. L'or lui-même est devenu objet de spéculation d'ailleurs aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a explosé à la hausse et qu'il est en train d'exploser à la hausse. C'est aussi parce qu'il y a un refuge. Hein. Et les gens se disent, oh là là, cette économie ne va pas très bien marcher, je préfère avoir de l'or. Et les Chinois l'achètent tant qu'ils peuvent. Et ils ont des mines d'or très importantes. Donc tout ça, qu'est-ce que ça donne si vous le regardez en perspective? C'est qu'on est dans une société bloquée. Et vous voyez, quand on a essayé de faire une nationalisation, et je pense à un livre qui s'appelle « Quand la gauche essayait encore », en 1981, qu'est-ce qu'on a fait? On a nationalisé le crédit, c'est vrai. On a nationalisé les banques, c'est vrai, on a nationalisé les sociétés. Mais qui on a mis à leur tête? Des gens qui avaient la même formation, le même pédigré, la même origine que ceux qui avant étaient dans le privé. Donc on a suivi la même politique, sauf que c'était public et que ce n'était pas privé. Et ça, une politique qui n'était pas au service de l'homme, une politique qui s'adaptait, comme tous les gens qui se sont adaptés dans ce parti socialiste qui a été le parti organisé de la trahison. Il a une seule excuse, il n'était pas le seul. Mais il était en tête. Et il a trahi ses propres idées. Il a trahi ses propres idées parce qu'il a trahi la manière pour la France d'avoir de la substance et d'avoir un ordre qui soit basé sur le développement et sur le futur. Alors, évidemment, là où on voit exploser pour moi la trahison, c'est dans ce pays où il y a des problèmes très graves dans les crèches et très graves dans les EHPAD. C'est-à-dire au début de la vie et à la fin de la vie, on est en train de trahir. Dans les crèches, vous savez, il y a eu différents livres qui ont été écrits sur cela. Dans les crèches, on a des gens qui ne sont pas compétents et qui doivent traiter... et on les cote en bourse en plus, les EHPAD ou les crèches. Les EHPAD davantage que les crèches. Donc, c'est comme si on cotait la vie humaine en bourse. On est dans une forme de complètement... J'appelle ça ce dans quoi on est, et par rapport à ce que je vous ai
essayer de vous expliquer, c'est soit la nef des fous, soit un bateau ivre. On est en train d'aller au contraire de tout ce qu'on doit donner à l'homme de meilleur. Alors, évidemment, il faut revenir à une économie de travail humain. Et une économie où le travail soit vraiment humain, c'est-à-dire on ne gagne pas de l'argent parce qu'on est quelques heures à travailler, à faire n'importe quoi ou à être assis dans un bureau. On gagne de l'argent, d'ailleurs tous ceux qui sont assis dans un bureau vont être frappés de plein fouet par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence. Hein. Mais tout ce qui est répétitif, tout ce qui est basé sur des données, ça le fera très bien. Donc les avocats vont me méfier. Toute la jurisprudence sera donnée par l'intelligence artificielle. Le jugement de l'avocat et la plaidoirie, ça c'est autre chose. Mais tout ça sera fait par l'intelligence artificielle. En médecine, il y aura l'assistant du médecin pour être ça. Alors on va détruire des postes de travail. Comment on crée de nouveaux? Justement, en étant dans le soin de la personne. Quels sont les secteurs dont on disait clap, clap, clap pendant la Covid? Assistance maternelle, auxiliaire de vie sociale, infirmier, personnes s'occupant du ménage, de la vie quotidienne. Tous ces gens-là gagnent des sommes ridicules alors que ce sont socialement les plus utiles dans la nation. Il y en a qui appellent ça le care. Moi, je n'aime pas ce mot-là. J'appelle ça les dépenses nécessaires pour créer du lien social. Et là, on les néglige. Là, on a un réservoir de gens beaucoup plus qualifiés. Si vous mettez des gens qualifiés dans les crèches, et après, dans les 1000 premiers jours de vie, vous aurez des enfants beaucoup plus intelligents que vous, moi ou les autres qui sont ici. Vous allez avoir un futur formidable. Mais on fait exactement l'inverse. Dans les EHPAD, moi j'ai vu l'EHPAD où était ma belle-mère. Alors c'est les gens qui gèrent l'EHPAD, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas de moyens. Parfois ils font de bonnes choses. Toutes les semaines, on montre aux vieux ce qui se passe dans la presse. On fait des... Mais si l'un d'entre eux a besoin de plus de 7 à 10 heures de soins, il n'y a pas, on n'a pas le temps. Il faut passer à l'autre, il faut passer à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est coté comme un instrument de profit, la vie humaine. Donc, c'est là qu'il faut en sortir. Et pour ça, il faut quelque chose que j'explique, ce qu'est l'économie de travail humain et ce qu'est vraiment la base de l'économie. Et ça, c'est Lyndon LaRouche, mon ami américain avec lequel on avait beaucoup parlé, qui dit au-delà du marxisme et du capitalisme, ça veut dire qu'une économie qui marche, c'est une économie qui permet de s'accroître le potentiel de densité démographique relatif. Alors les mots vous paraissent bizarres, il faut l'expliquer. Potentiel, ça veut dire ce qu'on pourra faire pour le futur, et pas ce qu'on fait aujourd'hui. Et la densité, c'est comment on pourra entretenir des êtres humains qui seront mieux traités et qui feront mieux par unité de surface. Et relatif, c'est parce que c'est lié à des ressources en énergie, en développement, qui soient plus efficaces, comme la fusion thermonucléaire, qui soient plus efficaces que celles existantes. Alors, il y a des discussions absurdes. Des écologistes disent « Ah, la Chine, elle fait du charbon, c'est très mauvais. » C'est vrai, elle fait du charbon. Mais avec des techniques actuelles qui leur font remplacer des vieilles centrales à charbon par des nouvelles, qui marchent bien. Nous, on aurait dû le faire. On n'a pas fait. On aurait dû développer notre nucléaire. C'est nous qui avions des atouts dans le nucléaire. Pendant 20 ans, on a laissé traîner. Et on a mis une championne de natation qui était en charge de ça. Vous voyez qui je veux dire. Donc, c'est pas elle la plus coupable, c'est ceux qui l'ont mise là pour qu'elle fasse ce travail. Donc aujourd'hui, dans le gouvernement Le Cornu, je ne sais pas si vous avez vu, la ministre de l'économie, c'est l'ancienne du World Wide Fund, WWF, qui auparavant à Bruxelles a condamné l'industrie nucléaire, s'est battue contre l'industrie nucléaire française, en favorisant la folie des Allemands qui était de renoncer au nucléaire. Donc on n'est pas clair, il n'y a pas une cohérence. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est la question que De Gaulle avait posée lorsqu'il a été battu au référendum du 27 avril 1969. C'est la question de la participation. De participer réellement à la prise de décision, et que les êtres humains, tous, aient cette capacité de participer. Le système électoral tel qu'il existe le permet pratiquement plus, parce qu'on vote une fois
que ce fait, très souvent, ceux qu'on a élus font le contraire de ce qu'ils vous ont dit. Donc il faut pouvoir les contrôler, les suivre. Et la participation, c'est ce qu'un socialiste français, qui par ailleurs on attaque parce qu'on dit qu'il a été antisémite. Dès que vous dites quelque chose, aujourd'hui on vous accuse d'antisémite, même les antisémites vous accusent d'être antisémite. Donc voilà ce que disait Pierre-Joseph Proudhon dans Qu'est-ce que la propriété. On a dit beaucoup de choses sur Proudhon, beaucoup de choses fausses. Lui, il disait, beaucoup de gens parlent d'admettre les ouvriers en participation des produits et des bénéfices, mais cette participation que l'on demande pour eux est de pure bienfaisance. On n'a jamais démontré, ni peut-être soupçonné, qu'elle fut un droit naturel, nécessaire, inhérent au travail, inséparable de la qualité de producteur, jusque dans le dernier des manœuvres. Et c'est à cette conception-là que l'on doit revenir. Alors, évidemment, ça suppose une culture qui correspond. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. On a dit ce que j'ai dit dans mes campagnes présidentielles sur l'importance des chorales. On dit, mais ça n'a rien à voir avec la politique, mais comment vous allez parler de ça? Vous parlez de l'espace, surtout les chorales, mais qu'est-ce que ça a à voir? Bien, je vous dirais que c'est dans la tradition républicaine de ce qu'il y avait de meilleur à la fin du XVIIIe et au début du XXe siècle. Et il y avait quelqu'un en particulier qui s'appelait Guillaume Louis Bocquillon, qu'on a nommé Wilhelm, qui avait créé des chorales, et des chorales populaires. Il y avait un poète qui s'appelle Béranger, qui est allé voir Wilhelm en 1841. Et il a dit, c'est pas possible que tu fasses chanter des gens ensemble, les gens du peuple, qui sont pas capables d'arriver à ça. Puis il est effaré, ça marche. Et voilà ce qu'il écrit. Et je voulais vous le lire, c'est dans mon livre, mais je voulais vous le lire, parce qu'il y a une culture de la vie et de la découverte qui se fait ensemble. Elle ne se fait pas chacun chantant bien de son côté. Une France qui chante, c'est une France qui chante en chœur. Et voilà ce que disait Wilhelm. Béranger à Wilhelm. Mon vieil ami, ta gloire est grande. Grâce à tes merveilleux efforts, des travailleurs la voix s'amende et se plient aux savants accords. D'une fée as-tu la baguette pour rendre ainsi l'art familier. Il purifiera la guinguette, il sanctifiera l'atelier. La musique, source féconde, épandant ses flots jusqu'en bas, nous verrons ivres de son onde, artisans, laboureurs, soldats. Ce concert, puisses-tu l'étendre à un monde divisé. Les cœurs sont bien près de s'entendre quand les voix ont fraternisé. Et ça, c'est cette idée de fraternité, liberté, égalité, fraternité, qui est dans notre devise, qui d'habitude, les gens le voient et le disent, bon, c'est joli, c'est des mots. Non, pas du tout. C'est ce qui forme la substance de la souveraineté. Et je pense qu'il y a une chose très importante pour dire que c'est aussi la paix, parce que le moment, pour moi, où il y a eu une chance en Palestine et en Israël d'avoir la paix, c'est le moment où Daniel Barenboim et Edouard Saïd ont organisé un orchestre de jeunes Palestiniens et de jeunes Israéliens qui ont joué ensemble à Ramallah. C'était il y a longtemps. Et ils ont pu jouer ensemble. Donc c'est là qu'une chorale, ça rassemble chacun et chacune avec son propre registre de voix pour faire ensemble quelque chose de plus beau que chacun de son côté. Et c'est en musique comme en politique. Parce que je ne vois pas, hélas, de chorale de souverainistes. Et je pense que cette unité entre souverainistes déterminés à faire ensemble et pas à vaticiner chacun de son côté, c'est ce qui est absolument nécessaire aujourd'hui. C'est absolument nécessaire et on doit se penser comme des gens qui sont en dialogue. Mon livre, c'est pour essayer de donner matière, la matière, être souverain juste, comme on chante juste, un dialogue entre souverains, entre souverainistes. Alors, je dois dire quelque chose sur ça parce que ça me démange la langue, qui n'est pas dans mon livre. Il y a quelqu'un qui a cette idée. Et je regrette de vous le dire, moi-même, ça m'a surpris. Il s'appelle Vladimir Poutine. Il a tenu un discours dans lequel il a dit « Le futur, ce n'est pas une société unipolaire. Ce n'est pas la société par les milieux financiers qui occupent et contrôlent les États-Unis. Ce n'est pas la société américaine, attention, c'est une société occupée comme la nôtre, par ces milieux financiers mondialistes qui tiennent les choses. » Donc Poutine a dit « Pas une société unipolaire, bien plus que multipolaire. » Il a dit « C'est une société polyphonique. » La société polyphonique, c'est l'équivalent avec des instruments de la chorale dont parle Béranger et Wilhelm. Alors,
Je pense que là est cette idée qu'on peut appeler une symphonie de nations, qui est totalement opposée au libéralisme financier. Nous avons des penseurs qui pensaient cela en France. Il y en a un qu'il faudrait retrouver, qui s'appelait Cowes et qui est conseiller de Méline à l'industrie à la fin du XIXe siècle. Il a été écarté par différentes factions qui ne voulaient surtout pas que la France se développe. Donc, comment on le fait? Et Jean Bodin dit un accord de discorde en son temps. D'autres ont parlé de coïncidence des opposés. Ça suppose qu'à un niveau supérieur aux conditions dans lesquelles vous êtes, vous trouvez un instrument d'entente qui dépasse les querelles, les basses et médiocres querelles. Et nous avons la chance d'avoir eu quelqu'un qui au moins a essayé de le faire avec un certain succès. Malheureusement, il a eu très peu de successeurs, qui s'appelait Charles de Gaulle. Et je pense qu'aujourd'hui, une des choses nécessaires, c'est ce que j'essaye aussi d'inspirer dans mon livre, c'est de voir qui il était, ce qu'il a fait, et pas se prévaloir de lui sans savoir qui il était, mais parce que son nom sonne bien, comme le font beaucoup aujourd'hui. Les pires sont parfois ses héritiers administratifs qui sont députés ou sénateurs. Alors, je pense que le défi, c'est une seconde libération pour la France. Une seconde libération, ça veut dire face à ses intérêts militaro-industriels, ils sont aujourd'hui militaro-financiers. Il faut se mobiliser avec des pays qui affirment la souveraineté comme nous affirmons la nôtre. C'est les pays des BRICS, les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et je vais vous donner une citation de ce que dit mon ami Helga Sepp-Larouche, qui est présidente de l'Institut Schiller International, à laquelle nous sommes liés. Je pense qu'on doit faire nôtre tout ce qui est national, mais aussi tout ce qui est international. Être à la fois patriote et citoyen du monde. Citoyen du monde, pas parce que c'est opposé à patriote, au contraire, parce que c'est être patriote. J'ai une citation très belle de Gaulle que je ne vous dirai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous voulez, je peux lire tout à l'heure dans mon livre. Donc elle dit « Un nouvel ordre économique international est en train d'émerger, impliquant la grande majorité des pays du Sud. Les nations européennes et les États-Unis ne doivent pas lutter contre cet effort, mais en joignant leurs mains à celles des pays en développement, coopérer pour façonner la prochaine époque du développement de l'espèce humaine, afin qu'elle engendre une renaissance des expressions les plus élevées et les plus nobles de la créativité. » Ça veut dire un souverainisme pour la France, bien sûr, mais qui pense au souverainisme des autres et s'accorde avec eux pour sortir de tout ce que je vous ai essayé d'écrire comme négatif. J'irai même plus loin. La France, par son apport, et on en a les moyens, devrait donner l'exemple de ce projet commun qui, seul, si je regarde de près les choses, pourra éviter une guerre des blocs. Parce que le grand danger aujourd'hui, c'est qu'il y ait une guerre des blocs. Et la France a cette capacité, comme De Gaulle avait tenté de le faire, d'être à la fois intercesseur, inspirateur et créateur. Et évidemment, vous m'avez dit, vous ne m'avez pas beaucoup parlé de ce qui se passe à l'intérieur de la France. Parce que je pense que c'est ce qui se passe à l'extérieur qui détermine ce qui se passe à l'intérieur. Et qu'à l'intérieur de la France, eh bien, il faut faire quelque chose qui est de même nature que ce qui est fait à l'extérieur. C'est-à-dire revenir à une politique de développement industriel, d'éducation, de logement, qui est un des grands problèmes français, et se fixer une orientation dans ce sens. C'est ce que était curieusement une entente par-delà l'opposition sur le mode de société, mais une entente, et peut-être certains d'entre vous seront étonnés de vous entendre dire ça, entre De Gaulle et le Parti communiste. Pourquoi ? Parce que tous les deux ont des accords sur la façon dont ça allait s'organiser à l'intérieur de la France. Mais tous les deux étaient partisans de l'industrialisation de ce pays. Tous les deux étaient partisans d'une éducation de qualité, chacun à sa façon. Et ça crée je dirais, une coordination, une conjonction, quelque chose qui fait que les opposés, apparemment, puissent s'entendre à un niveau supérieur. Et cette France s'est développée. Ça s'est appelé les 30 Glorieuses.
Alors vous me direz, c'était peut-être pas si glorieuse que ça. Moi, je les ai vécues, je peux dire. Mais on vivait beaucoup moins bien qu'aujourd'hui. Mais chacun pensait que ses enfants et ses petits-enfants allaient mieux vivre, qu'il y avait un espoir dans l'avenir. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir dans l'avenir. Les sondages vous disent que 5% des Français seulement croient que leurs enfants et petits-enfants vivront beaucoup mieux qu'eux. Donc il faut redonner cette espérance. Et ça, c'est ce qu'essaye de faire mon livre, en partant de tous les métiers qu'il faut revaloriser, les métiers sociaux, en partant de tout ce qu'il faut faire pour favoriser tout ce qui est créateur, tout ce qui va dans la découverte de nouveaux principes physiques. Je reviens au laser de mon ami. Il avait l'opposition de tout le monde, parce qu'on ne voulait pas quelque chose qui paraissait différent. Il a dû aller voir De Gaulle lui-même, parce qu'il avait un ami qui connaissait De Gaulle, et lui présenter la chose. Alors De Gaulle avait son sens, il avait l'air un peu de dormir quand il écoutait. Et au bout d'une demi-heure, l'autre a demandé, mon général, vous aurez votre argent, parce que vous m'avez dit, ça a un sens. Donc c'est ça, cette détermination qu'il nous faut retrouver. Sans ça, on aura un risque de guerre et de krach financier. Je suis très pessimiste sur le système actuel et vers où il va. Je suis très optimiste sur ce que peuvent faire des êtres humains et ce que peut faire la France. Et en sens, dans notre politique intérieure, nous devons avoir cette unité de l'espèce humaine reflétée dans l'unité du peuple français. Et après, à l'extérieur, donner l'exemple de cette unité aux autres peuples pour que les souverainetés s'accordent et s'accomplissent. Alors, évidemment, pourquoi je suis optimiste? Parce que je crois que d'un grand mal, l'espèce humaine, et en particulier les Français et les Françaises, ont toujours été capables de se ressaisir et d'engendrer un bien supérieur. Et ça, c'est un pari, on pourrait dire, mais c'est un pari qui a fait qu'aujourd'hui, nous soyons 8 milliards d'êtres humains et 67 millions de Français. On s'est reproduit et on a réussi à créer les conditions d'où serons là, en ayant une politique qui a été une politique au service et de nous-mêmes et de notre environnement que nous avons créé. L'être humain est le seul capable à se créer un environnement. Toutes les autres espèces sont des choses très intéressantes. Je connais des chiens, des serpents, des choses qui font des choses intéressantes. Vous savez, je fais cette blague parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vous disent « mais l'homme n'est pas très différent de l'animal, regardez ce que fait l'animal, c'est très intéressant ». C'est vrai, il y a des choses très intéressantes pour les animaux. Mais ils ne changent pas, ne transforment pas leur environnement de façon durable. Les termites, pendant un certain temps, les termites font ces grands trucs que vous voyez en Afrique, mais ce n'est pas durable, ça se démolit. L'être humain, c'est sur la durée longue. Et il peut façonner l'environnement pour le bien des enfants. Alors c'est pour ça que je suis tellement choqué de voir aujourd'hui ce qui est fait à nos enfants, c'est-à-dire une éducation qui, très souvent, ne peut pas être prise au sérieux parce que les enseignants ne sont pas assez payés, parce qu'on ne leur donne pas une formation suffisante, parce que les enfants eux-mêmes sont lavés de cerveau en passant 3, 7, 8 heures, de 3 à 7 à 8 heures, dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Auparavant, il y avait la télévision. Mais la télévision est un avantage. Ce n'est pas interactif. C'est mauvais. C'est des images. Si vous avez tout le temps ces images, vous avez l'esprit troublé. Mais là, c'est interactif, les réseaux sociaux. Donc ça vous concerne. Et vous êtes pris dans des jeux dans lesquels le sexe et la violence sont très souvent les ingrédients sur lesquels on joue. Donc il faut sortir de cet univers-là, cet univers quelque part virtuel, fictif. Et je suis optimiste qu'en France, on peut y arriver, parce que j'aime la France et je crois en l'humanité. Et je crois que tous on doit se dire, dans ce moment difficile de l'histoire, et mon livre essaye d'éclairer, de donner un peu de lumière à ce que j'aurais appelé un lumineux réveil pour notre pays. Voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui.